Donc, je pense que le message aura été assez clair hein, dans ces petites vidéos, c'est qu'on a quand même une vision assez radicale de l'adoption. Je pense, Anne-Cat, comme moi, si on nous posait la question, êtes-vous pour ou contre l'adoption internationale, on répondrait contre et on souhaite, notre souhait à terme, c'est que l'adoption internationale n'ait plus lieu en fait. Mais en attendant, comme voilà, il y a toujours des adoptions qui se font et on pense avant tout aussi aux individus qui sont encore adoptés. Euh, on, on a réfléchi à quelques propositions à faire pour s'adresser notamment aux parents adoptifs. Puisqu'on a, dans nos expériences, toutes les deux, on a eu affaire à des expériences souvent violentes, liées à du déni, à de la mauvaise foi de la part des parents adoptifs quand on exprimait notre point de vue critique sur l'adoption. Et alors, je fais juste un petit rapprochement, une petite comparaison avec un livre que je suis en train de lire d'une journaliste britannique qui s'appelle Reni Eddo-Lodge, qui a écrit le livre Why I'm Not Longer Talking to Right People About Race, qui est paru en 2017. Donc, en fait, c'est traduit en français par Le racisme est un problème de blanc. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle parle de la déconnexion émotionnelle des blancs quand on évoque la question de la race. Et ben moi, j'ai l'impression qu'il y a cette déconnexion émotionnelle des parents adoptifs quand on évoque la question de l'adoption, enfin, telle que nous, on la présente. Et je fais juste la petite citation d'un extrait de ce livre où elle dit « Vous pouvez voir leurs yeux se fermer et se durcir. C'est comme si de la mélasse était versée dans leurs oreilles, bloquant leurs canaux auditifs. Même s'ils peuvent vous entendre, ils n'écoutent pas vraiment. Les mots heurtent une barrière de déni et ne vont pas plus loin. » Donc, en fait, moi, j'ai personnellement, et je pense que Anne-Cat, tu pourras en parler aussi si tu veux, mais j'ai eu affaire à ce genre de situation hein, lors d'une conférence sur l'adoption où j'ai pris la parole et où j'ai simplement énoncé ce qui, pour moi, relève de faits, de constats, à savoir que les adoptions internationales sont à sens unique. En fait, c'est toujours, c'est toujours des enfants des pays du Sud global qui sont adoptés, qui sont déportés dans les pays occidentaux du Nord. Et là, j'ai jamais vu autant de haine dans le regard des gens, quoi, des parents adoptifs qui étaient présents dans la salle. Et s'ils avaient pu me fusiller de leur regard, enfin voilà, je serais pas présente à l'heure actuelle pour pouvoir en parler, mais c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est Et impressionnant. je sais pas si tu veux donner un exemple avant d'enchaîner Mais sur la suite. bah moi, en fait, je pourrais quasiment calquer le truc qui m'est arrivé parce qu'en fait, il m'est arrivé. C'est pareil, on était dans un événement qui parlait de l'adoption et en fait, c'était plus pour. C'était un ami à nous qui venait parler en fait de qu'est-ce qu'il y avait à faire au niveau éducatif avec les enfants noirs ou les enfants racisés. Et en fait, moi, à la fin, je fais ouais, mais en fait, le problème principal de l'adoption, ce serait, c'est les relations de pouvoir nord-sud. Ce serait bien qu'on commence à en parler. Et j'ai dit la même chose que toi. J'ai dit les flux migratoires vont du sud au nord, quoi. Et là, bah voilà, j'ai eu la même réaction. J'ai commencé à entendre quelqu'un dans mon dos, un père qui a commencé à faire. Donc j'étais là, bon, alors les réactions comme ça c'est vraiment un peu déni caché. C'est genre j'ai envie d'un peu de te critiquer, mais pas trop parce que je veux pas rentrer dans la confrontation. Et il y a une mère blanche qui a répondu à ce que j'ai dit. Elle s'est pas tournée vers moi, elle s'est tournée vers tous les parents blancs pour justement pour être validé en fait dans le message. Et ils vont tous regarder super mal et c'est dingue en fait parce que c'est des patrons super de la blanchité, de quand ils sont dans un moment de tension, quand ils savent pas répondre à certains trucs, ils font bande sardine entre eux quoi. Et c'est vraiment c'est vraiment un truc très très blanc quoi. Et j'ai eu de la chance entre guillemets ce jour-là parce que j'avais d'autres potes racisés dans la salle qui ont reappuyé le message, donc ils n'ont pas vraiment pu s'échapper du truc, mais j'aurais été toute seule, franchement, enfin, tu rentres à la maison, t'es pas content, quoi. Enfin, et je pense que ça a dû arriver à d'autres personnes. Donc, Ah oui, oui, je pense aussi qu'on n'est pas les seuls à qui c'est arrivé, hein. De toute façon, dès que tu viens déroger un discours, une narration qui les réconforte, enfin, voilà, tu te fais fusiller du regard. Mais, et du coup, je pense que comme conseil, un conseil qu'on donnerait, c'est celui pour les parents adoptifs, d'avoir une réelle empathie. Mais alors, pas une empathie
comme, se mettre à la place de l'autre comme ça, soi-disant un sentiment spontané, naturel. Non, donc quand je parle d'empathie, je fais référence à un concept que j'ai lu dans un livre de Jamila Ribeiro. Alors Jamila Ribeiro, c'est une afroféministe brésilienne et elle a sorti un livre récemment aux éditions Anacaona qui s'appelle Petit manuel antiraciste. Et dedans, elle parle de l'empathie comme construction intellectuelle, éthique et politique. Et je trouve ça super intéressant parce que en fait, c'est vrai qu'on a l'impression on a l'impression que l'empathie c'est quelque chose de d'inné, spontané, c'est un mouvement du cœur, on va aller se mettre à la place de l'autre, mais en fait en soi c'est impossible vraiment de se mettre à la place de l'autre. On peut le faire que par une démarche active. Et alors quand elle parle d'empathie intellectuelle, c'est intéressant parce qu'elle fait référence au fait de s'éduquer. Donc, avoir une empathie intellectuelle, ça passe par l'éducation, ça passe par le fait de lire des livres sur les thématiques qui vont concerner les enfants qu'on va adopter ou qu'on a adoptés. Ça va aussi, je pense par exemple, quand on adopte un enfant noir, par exemple, s'éduquer sur la manière de s'occuper des cheveux de son enfant, tout simplement, parce que quand on est blanc, on n'a pas le même type de cheveux et ça demande des soins spécifiques, en fait. Ou le C'est pas traitement de donné la, comme ça ou le traitement de la peau, les peaux aussi. obscures. Enfin, les peaux on a plus des peaux foncées, pardon, je dis obscures parce que je fais une traduction de l'espagnol. Oui. Les peaux plus foncées, par exemple, on a aussi des traitements qui sont différents des peaux blanches. On a des peaux plus sèches ou des trucs, enfin, des trucs comme ça, par exemple. Et aussi parce que c'est différent que si on était dans nos pays d'origine. Donc, il y a des trucs différents qu'il faut savoir aussi là-dessus. Mais oui, c'est net, ça part beaucoup aussi peut-être aussi, euh, de savoir avoir une écoute active de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire écouter vraiment ce qu'on est en train de dire et pas faire oui, 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 parce que souvent ce qui arrive, c'est ça. Et d'essayer. Je pense qu'il y a un truc qui est important chez les parents, pour revenir un peu à ce qu'on était en train de parler d'avant. Et moi, c'est une méthodologie que j'utilise dans l'antiracisme quand je travaille avec des personnes blanches en général. Si je commence à te déranger, c'est que ça fonctionne. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas m'attaquer moi, c'est tu dois te réviser de savoir pourquoi est-ce que ça te dérange. Si tu arrives à analyser, savoir pourquoi ça te dérange, tu vas faire un pas en avant. Mais si toi, tu analyses ça comme une attaque personnelle et que tu m'attaques moi parce que ta sensibilité est attaquée, eh ben, on n'avance pas en fait. Et je pense que les parents, ça se joue quand même pas mal sur des questions comme ça, par exemple. Oui, on est plus dans la querelle et la dispute que dans la réelle discussion dans ces cas-là, quand il y a une contre-attaque comme ça. Puisque nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on énonce des analyses, finalement. On essaie de comprendre comment fonctionne ce système et eux le prennent tellement personnellement. Il y a une histoire d'ego aussi, je pense, et de fragilité aussi blanche là-dedans. Ah Mais bah oui. du coup, ils te renvoient, ils ont l'impression d'être attaqués, donc ils te renvoient l'attaque. Et donc, ça, c'est pas du tout constructif. Et du coup, oui, il y a pas réellement d'écoute dans ces cas-là. Il n'y a pas réellement d'empathie au sens éthique, politique. Voilà, quoi. Et pour aborder un autre point, tu disais tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de la santé mentale, que Mhm. les conflits créés dans, en tant qu'adopté, en fait, les conflits intérieurs créés, ça venait aussi de l'extérieur. Et moi, ça me fait penser à la parentalité. Le fait qu'en tant qu'adopté, on a une parentalité qui est plurielle, de fait. Mhm. Et ça ne devrait pas être un problème. Sauf que, en fait, ça devient un problème souvent À dans le cause des regard, parents. parce que ça passe par le regard que l'on intériorise après, le regard de nos parents adoptifs, en fait, pour qui qui désirent être en général les uniques parents, en fait. Mhm. Donc ça aussi, il faut que les parents adoptifs aient conscience que nous, en tant qu'adoptés, pour nous, c'est pas un problème d'avoir 4 parents, en fait, Non, c'est et pas du tout un que problème. le conflit souvent, il vient d'eux, parce que c'est Il eux qui ont un problème avec ça. Il faut aussi réussir à le projeter dans un truc, pensez pas que ça soit un truc complètement caricatural.
parce que les gens peuvent imaginer que ça soit des trucs très exagérés de la mère ou du père. Ça existe, hein. Il y a plein de cas qui existent, mais c'est pas forcément la majorité des cas de personnes qui vont te dire directement non, moi je suis ta mère. Enfin, moi j'ai déjà entendu ce genre de discours. Non, moi je suis ta mère, t'as pas d'autre mère. Non, c'est comme si je t'avais fait naître. Bon, je pense que c'est quand même hyper dangereux de ce genre de discours, mais je pense que souvent ça passe sur des trucs vachement plus euh, sur des trucs vachement plus petits en fait de la vie quotidienne, de la communication, jusque dans la communication non orale en fait. Euh, souvent, c'est surtout les mères en général, ont souvent l'habitude de marquer ou de commencer à créer une sorte de jalousie entre elles et entre nos mères biologiques qui n'existent pas forcément en fait. Et je pense que ouais, tous ces trucs de conflit, je pense que c'est hyper important qu'ils les règlent eux, parce qu'en fait, c'est des trucs que nous, on n'a pas et qu'ils projettent en fait sur les enfants, en fait. Juste, je fais un petit, je rebondis un peu sur ce que tu dis, surtout les mères, parce que je sais pas si je pense pas qu'on l'a évoqué, mais c'est quand même lié aussi comment dire, on voit souvent les mères adoptives qui prennent la parole, je pense dans les émissions ou même dans les discussions, etc. Et les pères adoptifs sont souvent en retrait, voire complètement absents en fait. Et je pense que ça, c'est lié au patriarcat, c'est lié au sexisme aussi, le fait que le travail domestique soit dédié aux femmes, en fait. Tu vois, le fait que Mhm. ce soit ce qu'on appelle le domaine du care, le côté maternel, tout ça, dans la famille, bah, c'est la mère qui incarne ça. Et du coup, c'est pas c'est pas anodin que ce soit principalement des mères qu'on voit qui prennent la parole, qui aient, comme tu dis, ce sentiment de compétition qui n'a pas lieu d'être avec la mère biologique. Voilà, je pense que ça a des raisons aussi liées au patriarcat. Je pense aussi à une proposition qu'on peut faire et que je suis aussi en train de travailler en ce moment. Je sais qu'un truc qui nous manque beaucoup les adoptés, en général, c'est des gens comme, enfin, la représentativité. Des personnes non blanches, alors des zones géographiques, par exemple, d'où on est, mais aussi plus amplement, je pense. Nos familles sont blanches, très, très blanches, mais c'est-à-dire que ça passe dans absolument tout. Donc, les livres qu'on va lire, les films qu'on va voir à la télé, les personnes avec qui on est en contact. Et je pense que c'est quand même hyper important euh, d'essayer de ne pas faire cette coupure en fait aux enfants. Mais alors, il faut faire vachement attention parce que les parents blancs qui ne connaissent pas les pays du Sud, qui ne connaissent pas les personnes racisées, si c'est eux qui vont en fait leur enseigner ça, ils risquent de tomber dans un truc super exotisant. Mm. Donc, il faut faire attention par où passer, mais la représentativité, c'est quelque chose de très, très important pour les enfants, pour leur auto-estime et aussi pour pouvoir se projeter dans le futur. De voir des adultes, par exemple, qui font n'importe quel métier, c'est pas très important, mais voir des adultes. Je sais que souvent j'ai aussi des justifications de si bon ils sont quand même en contact avec des enfants racisés et je leur fais ouais mais en fait les adopter ça compte pas forcément en fait pour moi parce que moi quand j'étais petite j'ai été en contact avec d'autres adoptés sri-lankais mais clairement ça m'a enfin comme je les connais depuis qu'on est tellement petits, je sais pas trop comment je les identifie dans ma tête, mais c'était pas vraiment les personnes en qui je me suis sentie représentée, où j'ai appris des nouveaux trucs, où j'ai pu euh, euh, me rapprocher de différentes cultures du sud global ou des trucs comme ça, quoi. Donc, il faut vraiment faire un effort sur les contenus. Si c'est des bouquins, regardez que ce soit bien des personnes racisées qui font les références de ces bouquins-là et qui les ont écrits. Les événements, c'est pareil. Et chercher beaucoup plus dans le monde racisé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses de ce côté-là. Et faut vraiment s'échapper de tout ce qui a été donné en fait depuis pour moi, hein, depuis les concepts de l'adoption blanche, en fait. Pour enchaîner sur une autre, parce que j'ai rien à, à rajouter, hein, mais pour proposer donc une autre proposition là qui s'adresserait plutôt aux personnes qui sont en attente d'adoption, bah, ce serait de ne pas adopter tout simplement.
et de, de trouver d'autres alternatives aussi à l'adoption, en fait, parce que ça existe. Parce que finalement, si on veut vraiment aider des enfants qui sont perçus comme étant dans le besoin, ben, on fait en sorte de changer les systèmes des pays où se trouvent ces enfants plutôt que d'aller séparer cet enfant et de l'acculturer pour le garder pour soi, en fait, en quelque sorte. Donc, en fait, ces alternatives à l'adoption, elles vont prendre de l'ampleur que s'il y a un réel aussi rapport de force qui se construit au niveau international. Et Complètement. que ce soit les adoptés aussi, nous aussi, on a notre part de responsabilité dans cette lutte-là, mais aussi les parents adoptants. On a donc cette responsabilité de combattre contre les inégalités qui sont liées comme tu disais, les inégalités nord-sud, des inégalités néocoloniales. On a le devoir aussi de combattre un système libéraliste, capitaliste, Mhm. ce sont des systèmes qui sont à l'origine aussi souvent des adoptions dans les pays du Sud global. Donc, en fait, au niveau engagement politique, on a cette responsabilité là de dénoncer aussi des systèmes inégalitaires. Et puis après, en pratique, quand on est un parent qui souhaite adopter, on peut aussi favoriser des structures, des ONG par exemple, qui vont plutôt aider les familles à garder leurs enfants en fait. Et Totalement. ça existe. Je pense à des structures qui vont aussi lutter contre le trafic d'enfants. Alors, j'ai des noms comme Captivating International, Lambda Family Project, enfin, Collective Calling, etc. Tout ça, bon, c'est principalement des ONG anglophones, mais bon, voilà, Mm. ça montre quand même au moins que ça existe, ce genre d'initiative, et il y a donc une alternative possible pour aider ces enfants si on veut vraiment les aider, en fait. Ouais, mais bon, après, je pense que c'est le truc, tu sais, du truc de l'enfant, positivité. Et donc, enfin, je sais pas comment. C'est super intéressant ce que tu dis, mais je pense qu'il y a un truc aussi tellement émotionnel dans le truc de la possession de l'enfant que je pense que les gens, ils ont un peu. C'est peut-être un principe qui peut être un peu difficile à comprendre pour certaines personnes. Oui, Et parce un que autre truc finalement, aussi, ouais, pardon. pardon. Non, je voulais juste dire que finalement, c'est un projet quand même égoïste, hein. C'est ça, en fait, c'est qu'on fait passer ça pour un projet altruiste, voire antiraciste, et finalement, c'est un truc qui fondamentalement est égoïste. Complètement, complètement. Et quelque chose qui est important aussi, mais pour faire changer un peu le système, essayer de pas trop oublier nos mères biologiques dans toute cette histoire, qui sont souvent les grandes oubliées de toute cette histoire et qui sont des personnes qui ont beaucoup, beaucoup souffert. D'autant plus que souvent, comme j'expliquais un peu avant, beaucoup d'entre nous, on rentre dans des fraudes. Donc, il faut quand même savoir que c'est des personnes qui sont depuis toujours en train de chercher leurs enfants. Par exemple, au Sri Lanka, il y a une association de mères sri-lankaises qui cherchent leurs gamins depuis 35 ans. Donc, je pense que c'est aussi politique de situer nos mères à une autre place dans cette chaîne de l'adoption et d'essayer de visibiliser leur voix le plus possible. D'autant plus que c'est souvent très dur pour elles parce qu'elles ont tout le poids sociétal. Vous avez abandonné leurs enfants, souvent c'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a quand même un travail en fait à faire là-dessus, sur la visibilisation des voix de nos mères et pour savoir ce qui s'est aussi vraiment passé parce que c'est elles qui ont vécu tout en direct. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir que comme en ce moment il y a une sorte de, enfin ça fait déjà plusieurs années, mais il y en a de plus en plus. Il y a une articulation politique qui est en train d'arriver depuis les adoptés du Sud. Euh, on va dire qu'on espère que ce sujet va toucher un peu plus de racisés et que ça soit pas seulement des adoptés parce qu'on a aussi besoin de vous en fait pour faire communauté et pouvoir avancer en fait sur ces sujets. Et ça peut être assez intéressant de voir comment s'articulent les adoptés parce que dans plusieurs pays européens ils sont en train d'attaquer les États. Et je pense que sur certains trucs stratégiques, sur comment on se communique entre nous, sur comment on attaque les États, sur comment on marche sur des stratégies antiracistes ou pour attaquer des choses institutionnelles. Je pense que c'est assez intéressant de regarder comment est en train de s'articuler en fait les différents mouvements d'adoptés racisés en ce moment. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, les associations donner la voix aux mères
aux mères biologiques. Je pense à une association qui existe depuis 2015 en Corée du Sud qui s'appelle KUMFA, ça veut dire Korean Unwed Mothers Families Association. Et en fait, c'est une association de mères célibataires qui combattent justement les discriminations à leur égard, tout simplement en Corée du Sud, parce que beaucoup d'adoptions sont liées à ça, en fait, aux discriminations, à la stigmatisation des mères célibataires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des alliances qui se font entre des associations d'adoptés et cette association-là, KUMFA. Donc, c'est intéressant aussi de voir voilà, les solidarités qui se créent pour visibiliser aussi les voix des mères, enfin, des mères biologiques. Et puis ouais, comme tu disais aussi, réussir à créer un réseau, quoi. Il faut se servir de nos faiblesses comme une force finalement, quoi. La faiblesse d'avoir été envoyé à l'étranger, disséminé un peu partout comme ça, finalement, ça peut devenir une force puisque de base, on est un réseau international en tant qu'adopté, quoi. Mhm. Donc, on peut, à partir de là, essayer de créer une identité politique, de créer des organisations politiques. Et je pense que c'est vraiment important aussi, ça fait partie des solutions pour changer le système. C'est ouais, qu'il y ait cette communauté-là qui se crée, qui permette de contrebalancer la narration dominante. Et enfin voilà, ce qu'on a déjà dit, c'est que ce qui était positif, c'est qu'on voit de plus en plus en France des adoptés qui prennent la parole pour parler de leurs expériences. Je pense aussi au prochain film d'Amandine Gay sur des adoptés. Il y a des blogs qui se créent comme le blog Être adopté. Enfin voilà, il y Après, a vraiment… c'est une phrase des fois que je dis un peu en rigolant. Après, bon, les gens, vous prenez ça comme vous voulez. Mais je dis que c'est assez marrant parce que là, beaucoup d'adoptés que je suis en train de rencontrer, en France, mais aussi dans d'autres endroits, souvent sont assez radicales et antiracistes. Et ça me fait rire parce qu'en fait, c'est un peu le contrepoids du blanchiment qui a pas marché, quoi. Dieu, tu vois, à un moment donné, en fait, après, c'est pas forcément un cas global. Je pense qu'on est de plus en plus, mais bon, la politisation et apprendre aussi certaines choses sur sa vie, ça prend du temps. Euh, mais c'est assez marrant de connaître de plus en plus d'adoptés racisés quand le paradigme était la super assimilation et qu'en fait ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'on se retrouve des dizaines de personnes à attaquer les États blancs occidentaux. Et je trouve que c'est assez marrant comment l'histoire se retourne un peu au milieu de tout ça en fait. Ouais. Et je pense aussi que du coup, nous deux, toutes les deux, on est quand même avec ce projet déjà de vidéo, on représente un peu cette volonté de construire une identité politique, hein, puisque aussi le fait qu'on soit toutes les deux des femmes asiatiques, même si, enfin, d'un point de vue géographique, puisque au niveau racial, on n'a pas eu la même sociabilisation, hein, mais au moins on se retrouve non seulement en tant qu'adopté, on se retrouve également en tant que femme asiatique. Et voilà quoi, enfin moi j'ai dans l'idée que, enfin j'adorerais construire aussi une identité ou un collectif panasiatique un peu à l'image du panafricanisme, hein. Je pense que ce serait possible aussi de réussir à créer des liens comme ça, enfin à ce niveau-là quoi. Complètement.